Vous avez oublié ce qu'il s'est passé à Hawkins? Pas grave, on rembobine Stranger Things avant la saison 5. Salut à tous les sériphiles et cinévores. Aujourd'hui, on remonte le temps, direction Hawkins, Indiana. Ce petit bled paumé des années 80 est devenu le centre de l'un des plus gros phénomènes Netflix, Stranger Things. Une série qui mélange nostalgie, aventure, horreur et une bonne dose de coupe-mulet. Depuis 2016, les frères Duffer nous embarquent dans un univers où les vélos remplacent les voitures, où les ados affrontent des démons de l'enfer et où chaque saison devient un peu plus gigantesque. Avant l'arrivée de la saison 5, on va donc revenir sur tout ce qu'il s'est passé jusque-là, les disparitions, les portails, les morts, enfin pas toujours, les monstres et aussi les amitiés. Bref, voici le récap complet de Stranger Things, saison par saison, pour tout comprendre avant le grand final. Let's go pour la saison 1. Nous sommes donc à Hawkins dans l'Indiana en 1983, une petite ville tranquille où les plus gros drames viennent des pannes d'électricité ou à la limite des vélos volés. Bref, le bled paumé où il ne se passe jamais rien, jusqu'au soir où tout bascule. Will Byers, un gamin ordinaire passionné de jeux de rôle, disparaît en rentrant chez lui après une partie de Donjons et Dragons avec ses potes Mike, Lucas et Dustin. Son vélo est retrouvé au bord de la route, mais lui s'est volatilisé. Dès le lendemain, sa mère, Joyce, panique. Un peu à cran, elle est persuadée que son fils est vivant quelque part. Le chef de la police, Jim Hopper, commence alors une enquête, mais sans trop y croire. À Hawkins, les enfants fugueurs, c'est rare, mais les monstres, ça n'existe pas. Sauf qu'en parallèle, à la périphérie de la ville, il y a ce laboratoire gouvernemental, le Hawkins National Laboratory, où il se passe des trucs pas vraiment très nets. Des expériences menées sur des sujets humains, des communications avec une dimension parallèle, et surtout, une gamine qui s'enfuit en pleine nuit. Cette fille, c'est Eleven, ou 11 pour ses nouveaux amis, tête rasée, tatouage 11 sur le bras, mutique et surtout capable de déplacer des objets par la pensée. C'est elle que Mike, Lucas et Dustin trouvent dans la forêt alors qu'ils cherchent Will. Très vite, ils comprennent qu'elle n'est pas une enfant ordinaire et qu'elle sait quelque chose sur la disparition de leur ami. Pendant ce temps, Joyce, quant à elle, est convaincue que Will communique avec elle depuis l'autre côté. Les lampes de sa maison s'allument toutes seules, les murs vibrent et elle finit par recouvrir son salon de guirlandes lumineuses pour parler avec son fils en un espèce de morse improvisé. Tout le monde évidemment la prend pour une dingue, sauf nous, on sait déjà forcément qu'elle a raison. En parallèle, la grande sœur de Mike, Nancy, commence elle aussi à enquêter après la disparition de sa copine Barb, avalée par une créature dans la piscine du jardin. Nancy s'associe à Jonathan, le grand frère de Will, un ado solitaire obsédé par la photo. Ensemble, ils découvrent que quelque chose de monstrueux rôde dans la forêt, une espèce de bête humanoïde sans visage que le labo semble bien décidé à cacher. Hopper, quant à lui, met le nez là où il ne faut pas. Il découvre que le corps de Will, retrouvé par les autorités, est en fait un faux cadavre, fabriqué pour calmer les médias. En s'infiltrant dans le laboratoire, il découvre la brèche menant à une autre dimension, un portail organique, grouillant, qui semble respirer en quelque sorte. Peu à peu, le puzzle s'assemble. Eleven explique qu'elle a été utilisée comme cobaye pour espionner des ennemis durant la guerre froide grâce à ses pouvoirs extrasensoriels, mais pendant une séance, elle est entrée en contact avec une entité monstrueuse, le Démogorgon, qui vit dans un monde parallèle, l'Upside Down, un reflet pourri de notre réalité, et en ouvrant ce passage, elle a aussi libéré la créature. Tout le monde finit donc par se regrouper, Joyce et Hopper d'un côté, les gamins de l'autre, Nancy et Jonathan en chasse de monstres. Will est localisé dans l'Upside Down, coincé entre la vie et la mort. Hopper et Joyce s'y aventurent, respirateur sur le nez, tandis qu'au collège, les enfants se barricadent pour affronter le Démogorgon. Dans le combat final de cette saison, Eleven utilise toute son énergie pour le détruire. Dans un cri, elle le pulvérise avant de disparaître avec lui. Will, lui, est retrouvé vivant dans le monde inversé et est ramené à sa mère. Hawkins peut enfin respirer, du moins en apparence. Parce que, effectivement, dans les toutes dernières minutes de la saison, on découvre que Will n'est pas totalement revenu indemne. Il crache des larves, il voit l'Upside Down dans ses reflets et ment à toute sa famille pour ne pas les inquiéter. Et pendant que tout le monde fête Noël, Hopper, qui a pris la fillette sous son aile auparavant, dépose en secret des coffres dans la forêt, comme s'il savait qu'Eleven était encore quelque part.
En résumé, à la fin de la saison, Hawkins a retrouvé certes une certaine tranquillité, mais la brèche avec l'Upside Down reste ouverte, et le cauchemar ne fait alors que commencer. On passe à la deuxième saison. Au début de cette deuxième saison, un an s'est écoulé depuis les événements du laboratoire de Hawkins. Halloween approche, la vie semble avoir repris son cours et Will Byers est revenu parmi les siens. Sauf qu'il n'est plus vraiment le même. Il a beau sourire et plaisanter avec ses amis, quelque chose cloche. Effectivement, comme on le disait à la fin de la saison 1, depuis son retour, Will a des visions. Il voit un ciel rouge sang, des orages noirs et une immense silhouette à plusieurs pattes. Cette chose, qu'il appelle plus tard le monstre de l'ombre, ou Mind Flyer en anglais, semble l'observer comme s'il est toujours relié à l'Upside Down. Pendant ce temps, à Hawkins, tout le monde essaye de tourner la page. Mike, lui, évidemment, n'y arrive pas depuis la disparition d'Eleven. Il lui parle chaque soir à travers son talkie-walkie, espérant une réponse. Joyce, de son côté, surprotège Will et fréquente désormais Bob Newby, un type doux mais un peu ringard qui bosse chez Radio Shack, mais qui est sincèrement amoureux d'elle. Quant à Hopper, eh bien, il joue au père de substitution dans une cabane isolée. C'est là, effectivement, qu'il cache Eleven, bien vivante, pour la protéger du gouvernement. Car oui, Eleven a survécu. Après avoir anéanti le Démogorgon dans la première saison, elle s'est retrouvée piégée dans l'Upside Down, puis a réussi à s'en échapper en ouvrant une nouvelle brèche. Depuis, elle vit recluse, frustrée de ne pas pouvoir revoir ses amis. Entre elle et Hopper, c'est l'affection, mais aussi l'attention. Elle veut sa liberté, lui veut la garder en sécurité. On a aussi de nouveaux visages qui débarquent à Hawkins, notamment Max Mayfield, une ado rousse, fan d'arcade, qui rejoint le groupe, attirant aussitôt l'attention de Lucas et Dustin, au grand désespoir de Mike, encore obsédé quant à lui par Eleven. Et puis il y a aussi Billy, le demi-frère de Max, violent, macho, la caricature en quelque sorte du bad boy des années 80. Mais très vite, Will devient le jouet du monstre de l'ombre. La créature s'infiltre dans son esprit et prend peu à peu le contrôle de son corps. Les scientifiques du laboratoire, désormais dirigés par le docteur Owens, plus humain a priori que son prédécesseur, observent la situation avec inquiétude. Car effectivement, on apprend que sous la ville, d'étranges tunnels organiques se développent, reliant Hawkins directement à l'Upside Down. Les cultures pourrissent, les champs se couvrent de moisissures et la menace clairement grandit. Hopper découvre alors ces tunnels et y tombe presque piégé avant d'être sauvé par Joyce et Bob. Le groupe comprend alors que l'Upside Down est littéralement en train d'envahir le monde réel et pendant ce temps, Dustin recueille une étrange créature qu'il appelle D'Artagnan. Au début, c'est mignon certes, presque un animal de compagnie, jusqu'à ce que ce truc grandisse, se développe avec des crocs et se révèle être un bébé Démogorgon, un Démodog. À mesure que Will sombre dans la possession, la tension monte. Joyce, Hopper, Jonathan, Nancy et même le journaliste un peu fou Murray Bowman unissent leurs forces. Nancy et Jonathan décident de révéler la vérité sur le laboratoire. Ils exposent alors la conspiration au grand jour en diffusant l'histoire dans la presse. De leur côté, les enfants s'organisent. Lucas tente de convaincre Max de le croire, Mike reste obsédé par Eleven et Dustin recrute son voisin Steve Harrington pour l'aider à combattre les Démodogs. Devenue une véritable armée d'ailleurs. Entre Steve et Dustin, une drôle d'amitié naît qui deviendra vite culte dans la série. Pendant ce temps, Eleven, partie à la recherche de ses origines, découvre qu'en réalité, elle n'était pas la seule enfant cobaye dans le laboratoire. À Chicago, elle rencontre Callie, alias 8, capable de créer des illusions mentales. Mais cette escapade urbex rebelle lui fait surtout comprendre que sa vraie place est à Hawkins, auprès de ses amis. Et justement, à Hawkins, tout dégénère. Les tunnels s'enflamment lorsque Joyce et Hopper y déclenchent des incendies pour affaiblir la bête. Le Mind Flyer contrôle Will et envoie ses créatures attaquer le labo. Hopper, Joyce, Bob et le Dr Owens se retrouvent alors coincés sous terre. Dans l'un des moments les plus tragiques de la série, Bob se sacrifie pour leur permettre de fuir dévorés par les Démodogs. Oui, même les gentils geeks ne survivent pas toujours dans cet univers. Dans le final, tout le monde se regroupe. Joyce tente d'exorciser le Mind Flyer hors du corps de Will, pendant que Hopper et Eleven s'enfoncent dans les tunnels pour refermer le portail. Grâce à ses pouvoirs retrouvés, Eleven parvient alors à sceller la brèche dans un déchaînement d'énergie. La lumière s'éteint, les monstres meurent et Hawkins parvient enfin à respirer.
Quelques mois plus tard, la vie reprend évidemment son cours. Le bal d'hiver clôt alors la saison sur une note douce amère. Mike et Eleven dansent ensemble, Lucas et Max se rapprochent, Dustin essuie un râteau monumental et Will retrouve un semblant de normalité. Le docteur Owens est reconnaissant, il offre à Eleven une nouvelle identité officielle, elle s'appellera Jane Hopper. Mais au-dessus de tout ça, malheureusement, dans le ciel de l'Upside Down, le Mind Flyer veille encore, prêt à frapper de nouveau dans la saison 3. Nous voici donc à l'été 1985, Hawkins a changé. Le nouveau centre commercial Starcourt est devenu le cœur battant de la ville, et les gamins ont grandi, les amours fleurissent, l'innocence fout le camp. Mike et Eleven sont désormais inséparables, au grand désespoir d'Hopper, pas franchement ravis de les voir s'enfermer dans leur chambre, Lucas et Max filent le parfait amour, et Dustin, revenu d'un camp scientifique, est persuadé d'avoir une copine secrète prénommée Suzy. Autant dire que personne ne le croit. Mais derrière cette ambiance ensoleillée et les néons du centre commercial, eh bien quelque chose cloche. Depuis que le portail vers l'Upside Down a été refermé, on pensait Hawkins à l'abri, mais au contraire, en réalité, le monstre de l'ombre n'a pas disparu. Il cherche un nouveau moyen d'entrer, et pour ça, il a trouvé un allié inattendu, les soviétiques. Et oui, des militaires russes ont installé une base secrète sous le centre commercial, menant des expériences pour ouvrir la brèche entre les deux mondes. Lors d'un test raté, une particule du monstre de l'ombre s'échappe et prend possession d'un rat, puis d'un homme, Billy Hargrove, le demi-frère de Max. Peu à peu, Billy devient le nouvel hôte de la créature qui s'étend dans Hawkins en infectant d'autres habitants. Les possédés se transforment en un organisme visqueux et monstrueux capable de se recomposer à volonté. Pendant ce temps, chacun vit son été à sa façon. Hopper, dépassé par son rôle de père, essaye tant bien que mal d'imposer ses règles à Eleven. Sa relation avec Joyce se transforme lentement en flirt maladroit entre rancune et sous-entendu. De son côté, Joyce remarque que les aimants de son frigo perdent mystérieusement de leur magnétisme. Elle comprend vite qu'il se passe encore une fois quelque chose de pas net autour du laboratoire. Pendant que les adultes s'inquiètent, les ados suivent au contraire d'autres pistes. Dustin, Steve et la nouvelle recrue du groupe, Robin Buckley, interceptent un message codé en russe grâce à la radio que Dustin a bricolée au camp. Curieux, ils enquêtent avec l'aide d'ailleurs d'Erika, la petite sœur impertinente de Lucas, et découvrent l'impensable, une base militaire soviétique enfouie sous le Starcourt Mall. Là, ils trouvent la preuve que les Russes, lentement, essayent de réouvrir le portail. Pendant ce temps, Nancy et Jonathan, désormais stagiaires au Hawking Post, tombent sur une série d'incidents étranges. Les rats qui explosent, les gens qui deviennent violents, et tout semble relié d'ailleurs à une usine abandonnée. Le lien finit évidemment par se faire, le monstre de l'ombre est revenu, plus fort que jamais, et il utilise la chaleur des corps pour se nourrir et grossir. De son côté, Eleven commence à avoir des visions liées à Billy. En explorant son esprit, elle découvre qu'il n'est plus vraiment lui-même et qu'une armée de corps fondus obéit à une entité unique. L'Upside Down est en train de nouveau d'envahir Hawkins par le biais de ses propres habitants. La tension monte alors rapidement, les possédés menés par Billy s'en prennent à la bande, un véritable massacre se prépare. Pendant ce temps, Hopper, Joyce et Murray Bowman découvrent l'existence de la base russe grâce à un traducteur involontaire, Alexei, un scientifique soviétique déserteur au sourire d'enfant. Ensemble, ils partent en mission pour infiltrer les lieux et couper l'alimentation du portail. Dans le même temps, Eleven et le reste du groupe affrontent la créature dans une bataille apocalyptique au centre commercial. Et Suzy, la fameuse petite amie qu'on croyait imaginaire, finit par répondre depuis l'Utah, leur donnant le code nécessaire pour fermer la porte au prix d'un moment culte, leur duo improvisé sur The Neverending Story. Mais l'euphorie ne dure pas longtemps. Alors que la créature tente de tuer Eleven, Billy, encore conscient au fond de lui, retrouve un instant d'humanité et se sacrifie pour la sauver. Dans le même temps, Hopper, resté de l'autre côté du portail avec Joyce, déclenche manuellement l'explosion qui détruit la base et scelle enfin définitivement la brèche. La détonation évidemment est gigantesque, la créature s'effondre, les Russes sont anéantis, mais Hopper malheureusement n'en ressort pas. Tout le monde le croit mort à ce moment-là. 3 mois plus tard, Hawkins pense ses plaies, comme souvent en fin de saison. Le Starcourt Mall est en ruine, la presse parle d'un accident industriel et Joyce décide de quitter la ville avec ses fils et Eleven, désormais orpheline pour la seconde fois. Avant leur départ, elle lit une lettre de Hopper qu'il avait écrite pour Eleven. Une déclaration d'amour pudique mais aussi déchirante.
La saison se termine sur une note encore une fois douce amère. Les amis se séparent, la musique retentit et on se dit que c'est peut-être la fin. Mais dans une scène post-générique, quelque part en Russie, des gardes nourrissent un démogorgon captif et évoquent aussi l'Américain enfermé dans une des cellules voisines. Et là, on comprend évidemment, Hopper n'est peut-être pas mort, il est juste coincé à l'autre bout du monde. Nous sommes maintenant à la saison 4. Le calme à Hawkins, oublié. 6 mois après la bataille du centre commercial Starcourt, tout le monde tente, tant bien que mal, de tourner la page. Mais l'ombre de l'Upside Down, elle, n'est pas vraiment encore dissipée. Eleven, désormais sans pouvoir, vit en Californie avec Joyce, Will et Jonathan qui ont quitté Hawkins pour repartir à zéro. Mike, Lucas et Dustin, eux, sont restés au pays, séparés de leurs amis, mais toujours soudés. Enfin presque, car le groupe s'est un peu fissuré. Lucas joue les basketteurs populaires, Mike reste le geek romantique et Dustin s'est trouvé un nouveau mentor, le fidèle Eddie Munson, chef du groupe de Donjons et Dragons, le Hellfire Club. La vie suit son cours jusqu'à ce qu'une nouvelle horreur vienne encore une fois frapper Hawkins. Une lycéenne, Chrissy Cunningham, est retrouvée morte dans des circonstances atroces. Corps brisé, yeux révulsés, comme tordus de l'intérieur. Et très vite, d'autres victimes suivent. Ce n'est plus le Mind Flyer, c'est au contraire Vecna, une créature humanoïde terrifiante qui tue ses proies en pénétrant leur esprit. Chaque meurtre ouvre une faille dans l'Upside Down. Dustin et sa bande découvrent vite ce lien entre ces morts et Eddie, accusé à tort d'être responsable des crimes. Pendant ce temps, Nancy et Robin mènent l'enquête à la bibliothèque et découvrent qu'un certain Victor Krill a connu des événements similaires dans les années 50. Sa famille avait été massacrée de la même façon et lui, enfermé à vie à Penhurst, prétendait que le tueur venait d'un autre monde. En parallèle, à des milliers de kilomètres de là, Joyce reçoit un colis anonyme contenant un mystérieux message. Hopper serait vivant. Il a survécu effectivement à l'explosion du portail et il a été capturé ensuite par les Russes. Prisonnier dans un camp glacé du Kamchatka, il subit des travaux forcés et partage sa cellule avec Enzo, un garde qui devient aussi son allié. Joyce et Murray, persuadés qu'il est en vie, montent une opération rocambolesque pour aller le sauver. Pendant ce temps, en Californie, la nouvelle vie d'Eleven tourne mal. Harcelée par une bande de lycéens, elle perd son sang-froid et finit par frapper une camarade en public. Sans ses pouvoirs, elle se sent impuissante, dépassée et en perte totale de repères. C'est alors que le gouvernement refait surface. Le docteur Owens la contacte pour lui proposer de retrouver ses capacités grâce à un ancien programme secret. Elle accepte et découvre que le docteur Brenner, qu'elle croyait mort, est toujours en vie. Ensemble, ils tentent de réveiller le potentiel enfoui en elle dans une base militaire appelée Nina Project. De retour à Hawkins, les choses s'enchaînent. Max, rongé par la culpabilité d'avoir perdu son frère Billy, devient la nouvelle cible de Vecna. Elle commence à avoir des visions, des cauchemars, à entendre une horloge de grand-père notamment résonner autour d'elle. C'est le signe justement que la créature la traque. Dans un moment devenu culte, elle échappe à la mort grâce à sa chanson préférée, Running Up That Hill de Kate Bush, qui la ramène à la réalité juste avant que Vecna ne la détruise. L'enquête des ados révèle bien que Vecna n'est pas juste une créature de l'Upside Down, c'est en fait Henry Krill lui-même, le fils du fameux Victor. Enfant doté de pouvoirs psychiques, il a été recueilli par Brenner au laboratoire et a été renommé sujet numéro 1. C'est lui, en fait, qui a inspiré toute l'expérience Eleven. Dans le passé, une confrontation a d'ailleurs eu lieu entre les deux et a tourné au drame. Pour se défendre, Eleven l'a projeté dans l'Upside Down et l'a transformé en quelque sorte en Vecna. Autrement dit, c'est elle, Eleven, qui a créé Vecna. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, Hopper survit au Démogorgon lâché dans la prison russe. Aidé de Joyce et Murray arrivés ici, il parvient à s'échapper après un affrontement sanglant, retrouvant enfin Joyce dans une scène de retrouvailles chargée d'émotions. De leur côté, les jeunes de Hawkins s'organisent pour affronter Vecna. Le plan est risqué. Max sert d'appât pendant que les autres se séparent en deux groupes, dans les deux dimensions pour tenter de le vaincre. En Californie, Mike, Will et Jonathan partent à la recherche d'Eleven pour la ramener dans la bataille. Grâce à ses pouvoirs retrouvés, elle parvient à intervenir à distance depuis la cuve du Nina Project et sauve Max in extremis. Mais le prix est lourd. Vecna parvient à tuer suffisamment de victimes pour ouvrir 4 failles reliant Hawkins à l'Upside Down. Max, malheureusement, meurt brièvement dans les bras de Lucas avant qu'Eleven, heureusement, ne la ramène, mais son corps est brisé et elle reste dans le coma. Pendant ce temps, Hawkins est ravagé. Le sol s'ouvre, des colonnes de flammes jaillissent et la ville sombre dans le chaos.
La saison d'ailleurs se termine sur un silence assez lourd. Hopper et Joyce sont enfin réunis avec les enfants. Eleven tente de ramener Max à la vie sans succès, tandis que des flocons noirs tombent du ciel. En levant les yeux, le groupe comprend. Le portail est grand ouvert et le monde réel commence réellement à pourrir. L'Upside Down n'est plus une menace cachée, il est là, prêt à tout engloutir. Et voilà donc en 4 saisons, 8 ans, on a eu le droit à des monstres gluants, des portails, des ados devenus adultes sous nos yeux, et une question qui reste, comment tout ça va se terminer? Depuis 2016, Stranger Things est passé d'une série hommage aux années 80 à un vrai phénomène de pop culture. On a suivi ces gamins qui jouaient à Donjons et Dragons jusqu'à ce qu'ils affrontent pour de vrai les démons tout droit sortis de leur imaginaire. On a aussi vu Eleven apprendre à parler, à aimer, à souffrir et devenir le seul rempart de notre monde contre le chaos. On a vu Hopper renaître, mourir, puis renaître encore. Et on a vu enfin Hawkins passer de petite ville tranquille à zone sinistrée et guerre ouverte contre l'enfer. La saison 4, évidemment, a tout changé. Elle est plus sombre, elle est plus tragique, elle est plus épique aussi. Les enfants ne sont plus des enfants, les morts sont réelles, et les conséquences aussi. Avec Vecna toujours en liberté, le monstre de l'ombre qui plane toujours au-dessus de la ville, et l'Upside Down littéralement fondu dans le monde réel, la saison 5 s'annonce comme la conclusion apocalyptique que les frères Duffer promettaient depuis le début. On a donc vraiment hâte. Alors oui, préparez-vous, les retrouvailles, les sacrifices, les adieux, tout ça risque de piquer un peu. Voilà, c'est tout pour ce grand récap de Stranger Things, histoire d'être prêt avant ce final. Je vous souhaite une excellente saison 5, et si cette vidéo vous a aidé à vous rappeler un peu des précédentes saisons, eh bien lâchez un like, abonnez-vous, et en attendant, revenez pour la critique de la saison 5 que je ne manquerai pas de faire. Allez, ciao, à bientôt!